On va passer à deux projets, en fait. Un qui complète un peu l'autre. Évidemment, ce qui est maintenant connu comme ouvrage urbain bioadaptif est tout un corps de pratique. Donc le premier, on va regarder avec Kathleen Rétoré. C'est un projet qu'on mène en ce moment avec NGE, qui est une grande boîte de BTP. Et après, on va continuer avec Clément Gaillard pour une deuxième présentation, et celle-ci sera plutôt basée sur la ville d'Arles. Bonjour à tous. Donc, je vais essayer de vous présenter succinctement le projet OUBA, donc on appelle Ouvrage urbain bioadaptatif, donc en partenariat entre l'entreprise BTP NGE et l'atelier Luma à Arles. Donc, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, je voulais un peu vous représenter quelques jalons en fait, qui ont ponctué l'évolution un peu de l'aménagement du territoire et du rapport qu'on a aux villes et aux espaces publics. Et donc, j'ai voulu remonter un peu au 19e siècle, dans la première partie du 19e siècle, pour vous parler un peu des villes qu'on considérait à l'époque comme insalubres. Et donc là, c'est une image de Paris avec la Bièvre, donc la rivière qui était en fait encore à ciel ouvert à l'époque. Et donc, c'est des villes qu'on pouvait considérer à l'époque comme perméables, puisqu'en fait, l'eau était omniprésente. Donc, les cours d'eau, les réseaux hydrographiques étaient à ciel ouvert. On évacuait tout, en fait, aussi dans ces rivières. Hein. Tous les usages voilà, qu'on pouvait faire avec la tannerie, etc., les industries. Donc, ça posait la question de la pollution. Mais aussi la morphologie, en tout cas, des villes et de la construction. En fait, on avait aussi des rues étroites et fraîches. Et donc, comme on les a considérés comme insalubres, on a voulu assainir ces villes, ces espaces publics. Et donc, il y a une commande qui a été faite par Napoléon III, qui a été de justement vouloir transformer les villes et transformer Paris. Et donc, avec la mission Haussmann, notamment, qui a eu pour objectif de rendre Paris embelli, Paris agrandi et Paris assaini. Et donc, c'était un peu le début de la politique du tout tuyau, où justement, là, c'est pas tout à fait le même endroit, mais en tout cas, c'est la Bièvre aussi, qui est justement canalisée, qu'on a complètement recouvert, en fait, qu'on a fait disparaître du paysage urbain. Et donc, ça a permis aussi d'agrandir l'espace, de pouvoir construire, de pouvoir aménager des espaces publics. Mais en tout cas, voilà, on a en tout cas fait disparaître l'eau de nos espaces publics et de nos villes. Donc j'ai aussi voulu mettre l'accent aussi sur ce que j'ai appelé un urbanisme de contrôle qui en fait présente l'impact de l'automobile sur les espaces publics et sur l'aménagement de la ville. Et donc là, c'est une carte postale d'un petit village, enfin d'une petite ville située en Loire-Atlantique. Qui est donc, voilà, on aperçoit l'hôtel de ville, on aperçoit le café du village, la halle du marché aussi sur la droite, et puis surtout le port, donc qui a accès au Brivet. Donc c'est pas la Bièvre cette fois-ci, mais c'est un autre petit cours d'eau qui se jette dans le parc de Brière, dans les marais. Et voilà, donc on a une carte postale à peu près du début du XXe siècle. Et l'image d'après, c'est le même endroit. On reconnaît un petit peu l'hôtel de ville sur la droite, à droite de la photo. Mais en tout cas, on ne voit plus la rivière. Elle a complètement disparu sous le macadam, sous la route, sous le parking. Et voilà, c'est l'omniprésence de la voiture dans les espaces publics où l'eau a de nouveau disparu. Et les espaces publics avec, et les espaces de rencontre, puisqu'en fait, on n'a plus de place de village, on n'a plus de halle de marché non plus, elle a été démolie. Je ne pense pas qu'elle a été réemployée à l'époque. Et donc, voilà, ça pose la question de l'évolution de l'aménagement, de notre rapport aussi à l'espace public, aux espaces de rencontre. Et donc, cette photo, c'est encore le même endroit, la même ville, au début des années 2000. Donc, en fait, voilà... On peut considérer que le début du XXe siècle, c'est aussi le retour, en tout cas, de la présence de l'eau en ville, puisqu'en fait, on a comme un manque. En fait, cette eau, elle nous manque. Et on a envie de la retrouver. Et on se rend compte qu'elle n'a pas totalement disparu. Et donc, qu'on peut, en fait, aussi, à travers l'aménagement urbain, l'aménagement de l'espace public, révéler aussi un peu l'histoire de nos villes, de nos territoires. Et comme aussi une volonté d'une quête, en tout cas, du bien-être dans notre environnement quotidien. Ça pose aussi peut-être la question, là c'était au début des années 2000 que l'aménagement a été fait, donc la photo date de 2008, donc l'aménagement remonte aussi
vraiment à quelques années auparavant. Mais on peut se poser la question, en fait, aujourd'hui, par rapport au changement climatique, on voit quand même très peu d'arbres, très peu de végétal, un petit morceau de pelouse. Mais voilà, on peut se poser la question de la place du minéral dans les espaces publics. Et donc là, on peut se dire aussi qu'en fait, au début du XXIe siècle, c'est aussi voilà, il y a une nouvelle politique qui arrive, c'est la politique du zéro tuyau. Donc c'est bizarre, ça fait un peu l'inverse d'un siècle auparavant. Et donc apparaît en fait la gestion durable intégrée des eaux pluviales, avec voilà, tout un lot de solutions techniques pour justement capter cette eau, puisqu'en fait on se rend compte que c'est une ressource rare. Capter cette eau, la stocker et peut-être la reverser dans des espaces plantés, par exemple. Donc c'est beaucoup de solutions qui existent, mais qui peuvent aussi parfois être contre-productives, puisqu'en fait, vous voyez, toutes ces solutions, c'est aussi un impact sur les sols, c'est aussi des matériaux de plastique à base de polluants, de pétrole, qu'on intègre dans les sols pour pouvoir gérer cette eau. Donc ça pose la question aussi de quelles solutions on veut demain pour pouvoir travailler sur cette question de l'eau, mais sur cette question aussi du réchauffement climatique. Et donc aujourd'hui et dans les années à venir, on se retrouve confronté au bouleversement climatique, environnemental et social qui impacte le territoire. Donc avec deux grands enjeux qu'on a pu identifier en tout cas pour commencer ce projet UBA, l'enjeu du stress hydrique et du stress thermique. Donc voilà, c'est très large, c'est une grande problématique, tout en prenant en considération d'autres enjeux qui gravitent autour, que ce soit sur la question de l'épuisement et la raréfaction des ressources, à partir de quelles ressources on va aménager nos territoires demain. La question aussi des savoir-faire, on en a beaucoup parlé avec les exemples précédents, mais comment révéler un peu des savoir-faire ancestraux ou vernaculaires qu'on a pu oublier. On a parlé de la chaux vive, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. La question aussi d'augmentation des risques, comment on se prépare en fait aux risques climatiques. La question des usages dans les espaces publics, de la biodiversité, de la pollution des milieux quand on intervient dans un milieu, mais aussi quand on utilise une ressource, en pensant aussi au lieu d'extraction de cette ressource. Et donc, on a fait le constat, en tout cas aussi, que le projet d'aménagement en lui-même, peut-être que le processus actuel, en tout cas, du projet n'est pas totalement adapté ou optimal pour répondre aux enjeux climatiques, environnementaux et sociaux. D'une part, parce que parfois, la commande, elle n'est pas adaptée aussi aux besoins, aux enjeux, en tout cas. Parfois aussi, les concepteurs ou les aménageurs, en fait, ne sont pas toujours formés à ces enjeux climatiques, puisque ça nous tombe dessus, en fait, depuis quelques années. Enfin, ils se sont connus depuis longtemps, mais on réalise et on prend conscience de tout ça, et la formation ne va pas aussi vite. La question aussi des entreprises qui sont parfois frileuses à innover et à changer de pratique. Et la question aussi des solutions qui ne sont pas forcément adaptées aux besoins et de la temporalité du projet. Et dans l'approche un peu côté design produit, il y a déjà beaucoup de solutions qui existent, puisqu'en fait ces enjeux ne sont pas nouveaux. Mais parfois, elles peuvent être contre-productives ou énergivores, parce qu'en fait, on utilise toujours des solutions à base de pétrole, des ciments, des adjuvants qu'on ajoute dans les sols. Aussi parce qu'on impacte, comme je disais, le lieu du projet, en fait, en intervenant, en aménageant, en ajoutant des éléments dans les sols, mais aussi en allant chercher ces ressources sur le territoire. Et donc, ça pose la question aussi du coût carbone, du coût économique, en fait, de ces projets et de ces solutions produites. Et donc, du coup, l'ambition un peu du projet UBA, en tout cas, l'objectif, c'est de pouvoir expérimenter un nouveau processus de projet qui permet de relier le territoire au produit fini. Et donc, à travers une ambition, c'est de re-questionner un peu la démarche de projet, la méthodologie, mais aussi de développer des solutions innovantes, puisque, comme vous le savez, à l'atelier Luma, on en a vu certaines, mais il y a beaucoup de solutions qui émergent de l'atelier. Et puis, il y a une volonté aussi de l'entreprise NGE de pouvoir proposer des solutions demain, dans le cadre de leur projet d'aménagement, qui soient innovantes et exemplaires. Et donc, cette illustration, elle permet aussi de dire, le projet UBA, en fait, l'objectif, c'est de pouvoir créer du lien, comme a l'habitude de le faire l'atelier Luma, entre le territoire, les ressources, les savoir-faire et l'aménagement, les villes, les solutions qu'on peut proposer demain pour pouvoir adapter les villes de demain au changement climatique. Ah oui, c'est rouge, ok, je fais vite. Donc le partenariat entre NGE et Luma, donc l'idée c'était de pouvoir associer une approche du design biorégional avec une approche du BTP, du bâtiment et travaux publics. Et donc Luma a déjà expérimenté dans l'architecture, mais pas encore dans les aménagements extérieurs, les infrastructures et l'espace public. Et donc l'objectif c'était de pouvoir faire naître à travers aussi une dimension esthétique, l'esthétique est hyper importante dans ce projet et dans l'approche de l'atelier Luma, pour pouvoir justement venir enrichir l'innovation.
Et donc le projet UBA cherche en fait à se positionner comme un maillon manquant à la chaîne pour pouvoir faire du lien entre à la fois la phase de maîtrise d'œuvre, de conception, et la phase d'entreprise, de réalisation, puisqu'on sait aussi dans un projet, il y a la conception, puis il y a le chantier. En fait, comment on fait le lien entre les deux. Et donc l'association entre le design, Luma et NGE, en fait, permet aussi de renforcer ce maillon. Et donc il y a toute une équipe de recherche qui se décline autour du projet UBA, avec des équipes de NGE, des équipes de Luma, des partenaires et experts externes qui viennent justement renforcer un peu nos recherches. Et donc voilà, comme je disais, l'approche du projet, c'est à la fois travailler dans un environnement local, un territoire ancré, à la fois porter une réflexion sur la matière locale, à partir de quelles ressources. Est-ce que c'est des granulats en provenance de chantiers qu'on vient réutiliser, réemployer, ou alors des matériaux qui n'ont pas d'usage, qui ne sont pas utilisés, des terres dans les carrières dont on ne fait rien, et comment les réutiliser dans des projets. Et repenser aussi la manière de produire. On a beaucoup parlé de chantier école, de chantier participatif, mais ça fait aussi partie du projet. Comment repenser la manière de faire du chantier. Et donc le projet se décline en six phases principales. Donc là, le projet, on est à cheval entre la phase 2 et la phase 3. On a réalisé tout un état de l'art qu'on va poursuivre tout au long du projet. Et donc l'idée aussi, c'est d'identifier des sites pilotes sur lesquels on pourrait expérimenter, prototyper en direct les solutions qu'on pourrait proposer. Et donc là, on en est à la phase aussi où on a identifié quelques opportunités. Donc bon, le territoire de projet, c'est autour de Arles, autour de la Camargue, autour, en tout cas, dans la partie sud-est pour le moment, dans un premier temps, puisqu'on a déjà identifié un certain nombre de ressources importantes sur le territoire. Ça clignote rouge fort, donc je fais vite. Et donc, comme je vous le disais, il y a deux axes en fait dans ce projet. Il y a à la fois réfléchir à un référentiel qui permettrait à la fois d'identifier l'ensemble des solutions disponibles et vertueuses qui existent autour de la question du stress hydrique et du stress thermique, avec une méthodologie de projet pour réhabiliter les espaces urbains. C'est bien beau d'en créer, mais en fait, c'est aussi bien de réhabiliter ceux qui existent et comment faire avec l'existant. Et ensuite, d'engager en parallèle une démarche de développement et de recherche en proposant des prototypes de projets suivant trois axes qu'on a pour le moment identifiés. La question de l'ombrage, comment apporter de l'ombrage dans des milieux urbains contraints où justement on ne peut pas planter. Comment travailler la question du sol, retravailler avec le sol existant, les sols aussi qui sont présents au sein d'NGE, dans les carrières, dans les plateformes de réemploi de matériaux, etc., et de traitement des déchets. Et comment travailler sur la question de l'eau et surtout sur la manière dont on peut révéler la gestion de l'eau dans les espaces publics, puisque toutes les solutions de gestion de l'eau, elles sont souvent enterrées, on ne voit pas, on invisibilise complètement cet élément et cette ressource. Et donc comment peut-être proposer des solutions qui permettent aussi de rendre ces solutions peut-être ludiques et de créer du lien avec les usagers et avec les habitants de la ville. Et donc voilà, bon ça vous allez rien voir du tout, mais c'est pour le principe, on est au mois de mai, et donc en fait on en est à la phase un peu d'analyse cartographique des filières, et l'idée voilà, c'est d'enchaîner à peu près jusqu'à 2025, octobre 2025, pour réaliser des prototypes et des chantiers pilotes sur les solutions qu'on aurait potentiellement identifiées. Et donc ça c'est juste pour rappel, voilà, une cartographie, un travail cartographique que l'atelier Luma a mis en place depuis quelques années, qui permet justement d'identifier un peu les ressources autour des filières, à la fois les savoir-faire, à la fois les ressources naturelles, et de pouvoir essayer d'imaginer comment on peut créer des liens entre ces acteurs, entre les ressources, entre le territoire pour faire projet. Donc voilà, on est dans cette phase-là en ce moment. Et j'ai fini. Bravo, c'est incroyable. En fait, ces cartographies sont assez fascinantes parce que c'est comme ça que l'atelier a commencé à travailler déjà en 2017. Oui. Et maintenant, on voit finalement des applications pour des clients, qui est remarquable. Est-ce que vous avez des questions ? Très bien. Donc, on passe maintenant à un deuxième... Merci beaucoup.